Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette nouvelle conférence OVNI Paris ce soir. Ça fait plaisir de fonctionner comme ça. Maintenant, ça devient une habitude, on marche avec YouTube. Ça, c'est quand même bien évidemment de pouvoir rencontrer des gens en présentiel, comme on dit, à Paris. Mais d'un autre côté, ça nous ouvre sur toute la province. Donc, ouais, moi, j'ai envie de continuer comme ça. C'est vrai que d'une certaine façon, c'est bien et ça simplifie la vie une fois qu'on maîtrise. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'OANI. Nous avons comme conférencier Sylvain Matisse, ici présent. Moi, ce qui a été un peu le déclencheur de cette affaire, qui d'ailleurs aurait dû être faite fin 2019. On a dû le reporter en 2020. 2020 arrivé un confinement, un deuxième confinement. Enfin, je passe, vous connaissez tous aussi bien que moi cette misère. Et maintenant, on arrive quand même en 2021 à faire cette conférence. Mais ce qui était un peu le déclencheur, c'est les livres que je montre ici, écrits par Sylvain. Bon, il en a écrit un premier, voilà. Et puis surtout, il en a écrit celui-là, le deuxième, que vraiment j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie en plus sur la forme autant que sur le fond. Il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est riche. Et donc, c'est aux éditions Saint-Martin. Euh, il y a, bon, il y a pas seulement le livre lui-même, mais il y a des annexes, il y a des interviews, une interview de Salas, une interview de M. Herbeau, de Gilles Thomas, etc. Il y a beaucoup de choses. Et quelque chose qui m'a bien plu, c'est une page, non, deux pages sur le droit à l'information et au partage de la connaissance. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des gens vraiment qui se mouillent leur chemise et plus que ça, qui se mettent dans des difficultés graves pour faire passer l'information. Je pense à Wikileaks, à Snowden. Et c'est ces gens qui ont joué un grand rôle finalement dans les dernières révélations qui nous viennent des États-Unis, notamment Edward Snowden. Donc, et puis Chelsea Manning, enfin, il y en a beaucoup. Certains sont plus politiques que d'autres, mais même dans notre domaine, parce que tous ces domaines sont liés. L'information devrait être la plus libre possible. Alors, Sylvain ne pourra pas traiter tout ce qu'il y a dans ce livre, il y en a beaucoup trop de choses. Il va choisir des cas vraiment emblématiques. Et donc, alors Sylvain, bah, oui, il est vraiment connu parce que c'est vraiment maintenant le spécialiste qui s'est imposé comme spécialiste OVNI, qui a même plus qu'en France, au-delà, puisque quand même, il a réussi à avoir Monsieur Nick Pope pour faire sa préface. Bon, bah, Nick Pope, c'est quand même une célébrité. On peut dire ce qu'on veut de Nick Pope, c'est une célébrité. Donc ça, bravo à Sylvain. Il dit d'ailleurs, Nick Pope, il est souvent dit que nous savons moins sur les profondeurs des océans qu'au sujet de la surface de la Lune et de Mars. Cette affirmation, stupéfiante mais vraie, est une chose à garder en mémoire dans la lecture du nouveau livre fascinant de Sylvain Matisse. Voilà, je trouve que ça fait une introduction sur le sujet en général. Et puis, pour Sylvain, c'est quelqu'un de très simple qui s'est lancé tête baissée avec acharnement sur ce sujet et qui avance. Et moi, je suis très content parce que je vois ce deuxième bouquin, c'est vraiment un progrès par rapport au premier que vous savez que j'ai peut-être critiqué. Mais bon, c'est la vie. Et puis, ça prouve aussi que je suis pas un menteur. Voilà. Je passe pas de la confiture à n'importe comment. Alors, sinon, je vais te laisser la parole. Hein. Je crois que tu te présenteras en détail mieux que moi et puis tu vas commencer. Tu D'accord. me diras quand il faudra afficher le document, partager le document. Ok. Bah déjà, je voulais te remercier, Patrice, voilà, pour que je puisse m'exprimer. Remercier OVNI Paris et tous les gens d'OVNI Paris, les gens qui sont connectés ici pour assister à ma visioconférence. Voilà. Je voulais rendre hommage à. On a encore perdu quelqu'un dans l'ufologie qui s'appelle Jacques Garnier, qui était au repas ufologique de Brest, qui était un spécialiste des crop circles. Il partait en Angleterre tout le temps. C'est un ami de Thierry Larquet. 25 ans qu'ils étaient amis tous les deux. Moi, Jacques me suivait depuis quelques temps. Et bon, voilà, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est avec une certaine émotion que je lui dédie cette visioconférence.
et à tous les ufologues. Et finalement, peu importe, ou les chercheurs, peu importe nos différences, le but c'est d'avancer. Voilà. Moi, je présente un travail. Il y a d'autres personnes qui travaillent, qui présentent autre chose. C'est bien. C'est dans la diversité qu'on peut avancer et puis laisser nos écarts de côté. Donc voilà. Euh, je remercie Thierry qui a accepté de nous parler tout à l'heure dans le fil rouge du porte-avions Foch, puisque c'était une demande de mes lecteurs dans le premier livre. Et je n'avais pas de grain à moudre dans le premier livre pour inclure le Foch. Et puis avec le concours de Thierry, ça s'est fait pour le deuxième livre. Donc je te remercie amplement pour cela. Et Thierry d'ailleurs qui a accepté de faire une tribune libre dans ce deuxième livre. Nous avons un projet avec Thierry concernant le dossier du Foch pour essayer d'avancer ensemble. Donc voilà, donc je voulais remercier pas mal de personnes. Isabelle Ferrigo qui s'est connectée puisqu'elle nous a reçus à Annecy. Elle a fait aussi une visioconférence également. Et puis tous les gens où nous sommes passés, hein, que ce soit de Dijon à Carpentras, de Pau à Paris, de Paris à Strasbourg. Bon, on a roulé un petit peu notre bosse avec Emmanuel. Nos amis de la Salse dans l'Aude, l'au-delà, comme je disais. Bon, je fais un coucou à tout le monde. Ceux qui étaient, que j'ai rencontrés au tout départ quand j'ai commencé, et puis par la suite. Et puis bon, j'oublie pas ma compagne Emma, hein, blog Area 51, puisque avec Nick Pope, j'ai pu converser grâce à elle, hein, puisque moi, mon anglais est limité, on est bien d'accord. Donc voilà, vous voyez, c'est un ensemble, voilà. Et je salue mes amis de Meufon France, et puis Dissipo également, le collectif mis en place, souhaité par Isor, Franck Morin. Voilà, donc ce collectif où il y a beaucoup d'ufologues, beaucoup de personnes. Ouais. Il y a Alain Boudier de la commission, anciennement la commission Sigma 3F, Astronautique et Aéronautique de France. Bon, il est retraité depuis, c'est devenu Sigma 2. C'est Luc Dini, d'après mes connaissances, qui est maintenant en charge de, de cet organisme intellectuel, puisque là, quand on regarde les gens qui sont dedans, c'est vraiment le summum, c'est la matière grise, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a l'astronaute Clairvoy, etc. Bon. Donc voilà, je salue toutes les personnes. Les lanceurs d'alerte, oui, puisque mon premier livre, ok, j'ai dédicacé à ma famille, c'était mon premier livre. Le deuxième, aux lanceurs d'alerte. Et comme tu l'as si bien résumé, ce sont des gens qui se mouillent au quotidien. Moi, je me mouille d'un côté, mais il y a des gens qui vraiment ont sacrifié leur vie. Edward Snowden, oui, c'est grâce à lui que nous devons l'existence de la base australienne Pine Gap, enfin australienne, américaine sur territoire australien. À partir de là, il a dévoilé que nous étions tous sur écoute. Voilà, même un PC éteint, on est sur écoute. On voit ce qu'il est advenu de sa vie, quoi. Voilà, obligé maintenant de fuir hein, quelque part. N'oublions pas Gary McKinnon. Gary McKinnon, on lui doit d'avoir, on lui doit. Bon, il a acquis 70 serveurs fédéraux et gouvernementaux américains pour vérifier des données de Donna Hare. Donna Hare, c'est elle qui devait trier les photos de LRO, Lunar Reconnaissance Orbiteur, ou de MRO, Mass Reconnaissance Orbiteur, avec le fameux visage de Mars et la sonde Viking. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un peu dans le premier livre. Mais je voulais vraiment rendre hommage à toutes ces personnes. Alors, on parle de personnes connues, mais il y a aussi des anonymes. Voilà, parce qu'effectivement, il faut un courage. Et finalement, quand on regarde, c'est un sacrifice sur leur vie, quoi, parce que les gens peuvent choisir la tranquillité. Snowden, il avait une villa en Floride, etc. Il a foutu vraiment sa carrière. Et plus que ça en jeu, il a passé l'intérêt collectif avant le sien, et ça, peu de personnes sont capables de le faire. C'est peut-être un peu nos héros à l'heure actuelle, comme l'étaient les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à Jean Boulin, tout ça, bon, qui eux ont risqué leur vie autrement. Mais je crois qu'on ne doit pas perdre de vue voilà, certaines actions par certaines personnes. Ok. Alors là, voilà, je vais faire ma présentation brève pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais essayer d'être rapide. Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu voulais dire quelque Non, chose? non, non, non. Non, non, je te laisse parler. Oui, il faut que je te laisse me rectifier parce que si je vais un peu trop lent.
Voilà. Alors, ma présentation, bon, ok, j'ai commencé en 2008 avec un premier site web, UFO et Sciences. J'ai intégré une association ufologique à Louhans, dans le 71, dans Saône-et-Loire, donc pas loin de Chalon-sur-Saône, qui s'appelait Alépi. Elle s'est dissoute. J'ai fait mes premières enquêtes avec Alépi. J'ai été après formé par Jean-Luc Lemaire, par correspondance, pour être enquêteur. Et il fallait que je passe plein de modules avant d'être validé. Euh, Après est arrivée la centrale ufologique avec Ghislain Sanchez. Et puis, il y avait Stéphane Dier, donc alias François Weissmuller, qui lui avait Suricat. Les deux ont fusionné, c'est devenu Race OVNI. Et j'ai fait des veillées avec eux, avec Gilles Thomas, tout ça. Toutes ces personnes, je les salue. Elles étaient sur mon passage à un moment donné. Et moi, je renie pas les gens avec qui j'ai travaillé. Voilà. Après, chacun, c'est comme ça, c'est l'humain, hein. On a des gens sur notre passage à un instant T, puis après, on en a d'autres. Voilà. Euh, Après ça, oui, j'ai été formé par un astronome lorsque j'ai acheté mon premier télescope. Enfin, mon premier, c'est toujours c'est toujours le même. Puisque, bon, après, pour avoir la taille au-dessus, il faut un peu plus de moyens. Il s'appelle Monsieur Minois. Il était directeur de l'Astroclub de Blanzy, à côté de Mont-Soleil-Mines. Et il était président de la commission des étoiles doubles pour la Fédération française d'astronomie, donc du très très haut niveau. Et c'est lui qui m'a dégrossi sur l'astronomie pour simplement, à la base, me servir de mon appareil qui peut aller jusqu'à magnitude 9. Donc, l'éclat d'une étoile est en magnitude ou d'une planète. Donc, c'est Neptune. Donc, je peux aller jusqu'à Neptune avec mon télescope. Et c'est grâce à lui que je peux l'employer. Et quelquefois, lorsque j'anime des conférences et des veillées Suricat qui suivent gratuitement, j'ai gardé le nom Suricat avec l'autorisation de Weissmuller. Euh, Ça nous permet d'avoir dans l'œil la Lune, Jupiter ou Saturne, Mars. Tout dépend de ce que le ciel nous autorise et la météo. Donc voilà, j'ai connu Emmanuel, Area 51 Blog, on a fonctionné ensemble. Bon, depuis, on s'est beaucoup rapprochés, on va dire. Et puis là, dernièrement, depuis l'été 2020, j'ai intégré le nouveau MoFon France. Donc je salue l'équipe parce que franchement, Jeannie Charot est revenue du Québec en France, puisqu'elle devait revenir en France pour des affaires perso. Elle a profité de prendre la suite de Muffin France. Elle a redynamisé le groupe, donc qui est actif. Donc, si vous tapez Muffin France.fr, donc tout attaché, hein, muffinfrance.fr, le site est actif. Hein, euh, donc c'est sa nouvelle version. Alors, avec directeur des enquêtes Jean-François Digio, avant c'était Franck Depaya, qui est redevenu enquêteur. Je salue mon ami Hugues Noël, avec qui on a fait cet été, puisque j'étais à la salle pour faire une conférence, on a fait une veillée vers Castelnaudary, où on voyait le Bugarache au fond. Bon, il est directeur MoFon Caraïbes, et grâce à lui, j'ai pu obtenir des informations. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'océan, de ce côté-là. Il m'a dit c'est énorme, quoi. Bon, on s'enrichit de tout le monde. Donc là, je suis enquêteur privé et ça permet, pour Muffon, ça permet aux gens, de moi, que je fasse partager ma petite expérience. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis dans le truc, mais j'apprends aussi, bien évidemment. Et c'est ça, nous sommes des éternels apprentis. Nous apprenons de tout le monde. Voilà, sur un fait, sur une autre chose, etc. Donc voilà pour ma présentation. Bah, Et bravo. je remercie une nouvelle fois tout le monde, les visiteurs ici, et puis les organisateurs, dont toi, Patrice. Il y a un moment qu'on on devait venir. Alors, je remercie mon ami Jean-Louis Lagneau parce que je fais des chroniques pour le magazine Contact, le magazine numérique de Muffin France, mais j'en fais aussi pour la revue LDLN, Lumière dans la nuit, donc Jean-Louis, qui est devenu un ami maintenant, puisqu'on fait pas mal de choses. À la salle, il est venu me voir. J'ai beaucoup de connaissances. Donc, désolé pour les gens que j'ai oubliés. Euh, mais c'est un plaisir de rencontrer. Bon, là, en visioconférence, on ne peut pas rencontrer les gens physiquement. Bon, ça limite un peu, mais on a l'avantage, par contre, de toucher tout le monde. Et je remercie et je donne un petit salut à mes amis belges, Marianne Neitao, Fred Hall et le groupe Origine, Daniel Steven, puisque tout à l'heure, nous allons parler du triangle de Penn. Hein, donc,
le barrage de la Gilep entre la frontière belge et allemande. J'en ai déjà parlé dans quelques conférences, donc là j'en reparlerai aussi ici. Voilà, que dire de ma présentation? Bon, je pense que là, Je crois que c'est parfait. Hein, tu crois que tu peux attaquer ouais, on va pas attaquer le sujet? on va attaquer ce sujet. Alors bon, nous avons établi un espèce de menu avec Patrice, donc à sommaire. Alors on va y trouver la type forcément, les révélations du Patagone et le Nimitz. Pourquoi? Parce que ça figure dans mon deuxième livre et comment ça ne pouvait ne pas y figurer. Euh, pour moi, c'est un cas d'OANI. OANI, objet aquatique non identifié, que j'ai renommé moi observation aquatique non identifiée, ce qui permet d'inclure les phénomènes, entre autres les phénomènes sonores, puisque objet, ça se limite à des structures hein, que l'on voit, mais lorsque les oreilles d'or, les mecs, les fines oreilles des sous-marins nucléaires ou autres entendent les sons, ils ne voient pas de structures, ils entendent. Donc là, pour le coup, on va parler de phénomènes. Hein, phénomènes sonores et des fois des phénomènes aussi, tout simplement, hein, comme le plancton bioluminescent qui émène une couleur, les algues, hein, certaines algues marines, ça nous donne des algues de la mer bleue ou rouge ou ceci ou cela, lorsqu'il y a de la pollution. Donc on peut avoir affaire à des phénomènes naturels, organiques ou pas, et puis voir peut-être des phénomènes qui dépassent pour l'instant la physique telle que nous la connaissons, soit des domaines métaphysiques, soit aussi des domaines dans le domaine météorologique ou sismique, puisque bon voilà, nous savons que eh bien, au fond de l'eau, dans les océans et les mers, eh bien, les plaques tectoniques bougent, il y a des volcans sous-marins euh, et, euh, et ça peut provoquer des lueurs sismiques, etc. C'est pour ça que j'ai renommé observation, ce qui me permet de parler aussi de ces choses-là, mais bien évidemment, dans le domaine de l'ufologie, ce qui nous intéresse, ce sont les structures. D'accord? Donc les structures mobiles ou immobiles. Or, mobiles, comme par exemple l'objet de la Baltique, bon, ce ne sera pas le sujet ce soir. Là, pour le coup, c'est une structure fixe. Euh, mais nous, on va s'attacher, on va dire, aux ovnis, qu'on pourrait requalifier avec un A, ovni amphibie, objet volant non identifié amphibie. Lorsque vous avez une structure qui se retrouve dans l'espace aérien puis plonge dans l'eau, ou à l'inverse, un truc qui sort de l'eau pour voler dans l'espace aérien. Voilà, donc ça c'est le noyau de mes recherches, qui ne sont pas abouties, qui sont en perpétuel... on avance, quoi, voilà, on avance petit à petit, en perpétuelle évolution. Voilà, je cherchais le nom exact. Alors donc, je traiterai du cas du Nimitz, je parlerai d'une zone. On pourrait tracer une ligne droite et entre la Californie, on se dirigerait vers les Caraïbes et presque vers la Floride avec OTEC. OTEC qui est une zone de surveillance que j'avais présentée, qu'Isabelle Ferrigo en vision conférence d'ailleurs. Donc là, je refais un focus sur cette zone. Je la nommerai, pour faire un clin d'œil, à une autre zone, la zone 51 des mers. Donc la zone 51 qui avait été niée longtemps par le US Air Force. Euh, c'est la zone du Nevada avec des black programmes, puis autant de suspicions. Eh bien, je crois que la zone 51 des mers ou la zone 52, peu importe, je ne sais pas comment la rentrer dans la nomenclature, c'est quelque chose qui n'a rien à envier à sa voisine terrienne. Celle-ci, elle est sur le littoral et on pense qu'il y a de l'activité sous-marine. Donc, un focus sur OTEC. Après, qu'est-ce que nous avons? Hotspot. Donc, oui, alors voilà, donc les zones hotspot, vite fait, quoi, qui se trouvent justement entre la Californie pour ce soir. En fait, toute la planète est une zone hotspot puisque c'est 70% de flotte et il y a autant de choses dans les lacs que les océans et les mers finalement. Mais là, on va se concentrer sur les activités militaires. Donc, zone hotspot, on sera vers le golfe du Mexique, la Californie, Mhm. Basse-Californie. On part des îles Santa Catalina, puis en allant jusqu'à Ensenada, Guadalupe. Euh, et on tire un trait et on va du côté Floride, du côté de Porto Rico, du triangle des Bermudes. Vite fait, on fait un scan. On se rend compte qu'il y a 3400 à 3500 km entre les deux zones et il y a des anomalies aériennes et marines.
Et donc, les zones hotspot, c'est pour faire la liaison. Pourquoi j'ai parlé de l'affaire de la type vers San Diego et pourquoi de l'autre côté de la Floride, si on trace un trait en missiles balistiques Mais, intercontinentaux tels que les annonces Poutine, hein, c'est-à-dire des ogives qui sont capables maintenant d'atteindre tout point du monde en 1 heure à partir de la Russie. Donc, ça veut dire qu'on a des engins hyper véloces dont les jets sont à Mach 10, voire Mach 20. ok, On parle même de Mach 30, ce qui veut dire que là, on rejoint les zones en peu de temps. Donc, c'est pour ça que ça fera la liaison, les zones hotspot, avec Otic and Limits. Après, ce sera, je crois, c'est l'affaire du du Chili. Chili, oui. Oui, Puis, donc avec l'hélicoptère du CFA, donc ouais, de la marine chilienne. Ça fait un petit pataquès, cette histoire-là. J'ai quelque chose à dire par rapport à cela. d'accord. Ensuite, c'est Ça, on le trouve dans Eupen. des années. Après, c'est le lac d'Eupen et le lac d'Agilep à Eupen, où le 29 novembre 1989, ça fait partie de la vague belge et 1500 témoignages a eu lieu. Alors, pas que sur le lac de la Gilette, mais toute la trajectoire. Ok, Et nous, on va simplement, en un résumé, se concentrer sur le lac. Pourquoi? Puisque je m'occupe ok. des ovnis et de la flotte. Donc, Ensuite, on va terminer avec le porte-avions et Foch. après, ce Voilà. sera le dossier Le Fil Rouge, le porte-avions Foch que Thierry nous présentera. Pourquoi c'est l'enquêteur number one en France? C'est lui qui était au plus près de la réalité, du terrain. Et c'est pour ça que quand je voulais présenter le livre dans mon deuxième livre, je voulais présenter ce dossier. J'ai contacté Thierry, puis je me suis dit, après tout, ce serait mieux que ce soit la personne elle-même qui est impliquée au plus près du dossier qui en parle. Déjà, ça évite des erreurs de ma part, des erreurs d'interprétation, et je n'ai pas par habitude de prendre à César ce qui est à César. Donc, je suis très content que Thierry nous ait rejoints, surtout dans ces moments difficiles. Et là, je rends hommage, encore une fois, parce que il y a un travail qu'il a fourni, il en fournit un ce soir, et nous allons travailler encore ensemble, tous les deux, pour essayer d'approfondir ce mystère du Fauche. Ça pourrait donner un troisième ouvrage, pour tout vous dire. Mon éditeur est déjà d'accord. Donc, pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce dossier, qui est classé quand même SD, hein, secret défense encore à l'heure actuelle, Thierry en parlera tout à l'heure. Donc, voilà le menu, le programme. Donc, maintenant, Patrice, à toi de me dire. Eh ben, donc, j'ai affiché à l'écran le cas numéro un au large de la Californie, le cas du porte-avions Nimitz. Et ben, je te laisse. D'accord. Tu le vois bien Alors, à l'écran? Oui. vous me voyez bien, tout le monde? Non, 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 je parle de ce que j'ai affiché, moi. Oui, oui, oui. Bon, oui, de toute D'accord. façon, moi j'ai mes petits papiers pour m'aider, puisqu'il est très, très épais, ce Oui, dossier. c'est juste un repère pour toi, voilà. Oui, oui, donc, oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, le limite, c'est une affaire qui a été dévoilée grâce à un lanceur d'alerte, Luis Elizondo, qui a travaillé dans le renseignement pour la marine, l'US Navy, la marine américaine. Luis Elizondo a démissionné pour pouvoir parler de ce qu'il pouvait dire, puisque il est tenu lui aussi au secret de son pays, au secret défense, et tout ce qu'il pouvait dire en public, il l'a dit, malgré que cela dérange. Et il a contacté la journaliste Leslie Kind en 2017, si ma mémoire est bonne. Elle s'est éclatée dans les journaux américains et pas des moindres, le New York Times, etc. Et ça a fait vraiment boule de neige dans le pays, aux États-Unis. Et ça n'a pas tardé à traverser l'Atlantique et puis ben, finalement le monde. Et la type, c'est pourquoi parler de cela? Nous sommes dans une époque charnière où les ufologues ont été largement moqués, raillés, tout ce que nous voulons. Et là, quelque part, avec ce dossier, on parle bien d'un ovni, objet volant non identifié. Moi, je pourrais le nommer OANI, puisqu'on voit qu'il y a un rapport avec la flotte pour objet aquatique non identifié, ou alors objet volant non identifié amphibie, peu importe. En tout cas, les vidéos qui ont été mises en ligne, qui ont été tournées par les chasseurs F-18 américains, qui sont encore sur YouTube, ont été reconnues déjà authentiques par l'US Navy. Donc, l'armée américaine, avec toujours l'art et la manière, on l'a vu avec Roswell, hein,
de dire que c'était pas vrai ou que c'était vrai, puis que c'était ceci, puis après c'était plus ceci, c'était cela. Là, d'emblée, l'US Navy a reconnu authentique les faits et surtout a reconnu que ce n'était pas à eux, cette histoire de tic-tac, hein, parce que c'était un ovni en forme de gélule, de tic-tac, et que ils ne savaient pas honnêtement ce que ça pouvait être. Donc, on en est là. Mais il faut savoir que, bon, alors voilà, euh, parmi les témoins, nous avons des militaires hautement qualifiés. Dedans, nous avons des opérateurs radars, des pilotes de chasse, dont le commandant David Fravor. Euh, le technicien du radar, c'était un certain, alors là, il ne faut pas que je me perde dans les noms. Euh, c'est Kevin. Je crois qu'il était de ce Kevin Day. bateau-là, du C'est Crozier Kevin Day, voilà, Princeton. donc l'USS Princeton, voilà. Il était sur Mm. l'USS Princeton. Alors, il faut savoir que lui, là, il a déjà été confronté à des observations radar qui défiaient toute explication. Donc, ça commençait déjà avant la prise des appareils F-18 qui ont décollé du Nimitz. Alors, il faut que je raconte un petit peu l'histoire du comment que ça s'est passé. C'était le 14 novembre 2004 dans l'océan Pacifique, à environ 1000 milles au sud-ouest de San Diego, situé en Californie. Le groupe du SS Nimitz Kawastrak, qui comprenait un transporteur à propulsion nucléaire et le croiseur missile USS Princeton, effectue une série d'exercices avant son déploiement dans le Golfe Persique. Et vers 14 heures environ, les F-18 ils étaient en exercice, ils ont reçu un contre-ordre puisqu'il y avait une anomalie qui était située, une anomalie, il y avait une tâche inhabituelle euh, détectée par le Princeton. Et donc, on a demandé aux pilotes d'interrompre leur entraînement et de se rendre où il y avait l'anomalie. On a demandé aux pilotes s'ils étaient armés. Ils ont dit que non. Et donc, ils y sont allés et ils ont vu un espèce de tic-tac en forme de gélule qui se trouvait à environ 80 000 pieds. Le radar très perfectionné de l'USS Princeton l'a décrit comme un AAV, véhicule aérien anormal. Bon, on appelle ça OVNI ou PAN, hein, phénomène aérien non identifié ou OVNI. Et selon l'opérateur radar, il y a eu au moins une centaine de détections de ce type avant que ce soit capturé par les F-18 américains, ce qui a popularisé cette affaire, ce dossier. Mais là, ce qui est montré à l'écran, c'est justement ce qui a été pris depuis le Alors F-18. le truc était au-dessus de l'eau. Euh, il y avait eu un cas déjà où ce genre de gélule était rentré dans l'eau sans effet de splash. Luc Dini en parle dans OVNI Affaires d'État de M. Filol, hein, c'était ça le documentaire. Il parle brièvement de cette affaire. Il y a beaucoup de reportages maintenant qui sont faits par rapport aux révélations du Patagone. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est quand même énorme. Vous avez des pilotes qui voient un truc qui rebondit comme une balle de ping-pong par moment. Il y a eu Alors, des témoignages de pilotes. Moi, je te coupe, mais il y a eu vraiment beaucoup de témoignages de haut niveau quand même. Ouais. oui, c'est de haut niveau, quoi. Alors, les pilotes, au départ, bon, voilà, le tic-tac, il est à peu près à leur allure, quoi, autour de Mach 2. Bon, allure quasi normale par rapport à l'avion de chasse. Et puis des fois, il y a des accélérations dans les jets. Et puis des fois, des arrêts brusques avec autant de manœuvres brusques. Bref, ils l'ont décrit comme une balle de ping-pong à un moment, comme si ça rebondissait dans l'air, proche de l'eau. Donc, je ne sais pas si tu as. Qu'est-ce que tu as en suivant en image? Ok, là, c'est un scan écran de la vidéo. Oui, Elles sont toujours en ligne sur YouTube. On n'a pas les vidéos là. Euh, non. non. Ok. Donc les vidéos, on peut les voir sur YouTube, hein. Voilà. Et puis, oui. Alors ça, c'est ce que voilà à Bon, quoi attends, ressemble.
Ça, c'est une capture d'écran de l'appareillage électronique du F-18. En fait, là, au début, ils n'arrivaient pas à capturer. Ils voyaient soit en visuel, soit par leurs instruments, ils voyaient l'objet, mais ils n'arrivaient pas à le capturer là. C'est un cas où, justement, il est entre parenthèses, l'objet là. C'est qu'ils ont réellement, comment dire, leur radar très perfectionné a réussi à le capturer, un peu comme s'ils pouvaient ensuite le tirer dessus. Et ils l'ont suivi, ils ont pu le caractériser, sa vitesse, ses accélérations. Tout ce que vient de dire Sylvain là, ils ont pu l'expliquer. Là, j'ai un peu oublié, il y a des paramètres techniques là, qui donnent la vitesse, la direction, etc. Oui, Donc, alors ce que j'avais oublié de dire, David Frévor, il déclare que quand il est arrivé sur les lieux, il n'y avait pas d'OVNI au départ. Il a simplement dit qu'il y avait de la perturbation dans l'océan, l'eau bouillonnait avec des vagues blanches. ouais, ouais, voilà. Ça, c'est très important pour le sujet, bien sûr. Oui, oui, donc voilà. Alors, David Frévor, c'est quand même 16 ans d'expérience au sein de l'US Navy en tant que pilote. Donc, c'est quand même pas, je veux dire, un genou, c'est pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est crédible. Les pilotes voient pas mal de choses en mission, etc. Bon, le tic-tac qui ressemble au bonbon, hein, il n'y avait rien. Il était de couleur blanche, pas d'appendice, pas d'aile, pas de rotor, rien qui trahisse un mode de propulsion. Ça, il faut aussi quand même le signaler. Euh, Pas de dégagement de température, non, pas de non, non, là, fumée. là, je regarde si j'oublie rien dans mes notes, si j'oublie rien dans ce qui peut nous aider par rapport à ce qu'ils ont vu. Euh, Accélération rapide, les vitesses, les accélérations en G, les vitesses, c'était pas toujours stable. Et on passait pratiquement du coq à l'âne, moi j'ai envie de dire. Voilà. Euh, pour David Fravor, il dit franchement, je n'ai jamais vu ce type de comportement dans aucun des appareils que nous connaissons, que ce soit ceux de l'US Navy ou même de l'US Air Force, de l'armée américaine, mais aussi en mission face à des rivaux. Jamais il n'a vu même pas un drone qui ressemble à cela. Donc là, on est bien dans l'OANI, pour moi, Mm. parce qu'il y a quand même contact avec la flotte, ou l'OVNI, bon, euh, au sens littéraire du terme, en tout cas. On n'est pas dans un phénomène, le comportement est intelligent, puisqu'il s'amusait un petit peu avec les pilotes, ça tournait autour à un moment donné, pour pas dire que ça les narguait, quoi. Et ils étaient surclassés à chaque fois. Et Harry Reid, qui est le sénateur du Nevada, Mm. il a dit il faut s'intéresser à cela. Vous rendez compte quand même, hein, quelqu'un du Congrès quoi, qui dit il faut C'était, s'intéresser. Oui, oui, qui a des hautes c'était le membre le dirigeant du Parti démocrate au Congrès à l'époque. C'était pas oui, n'importe qui. sur la période Obama. Mm. Donc, Harry Reid, il dit mais il faut qu'on s'occupe de cela. Puisque si c'est étranger, c'est une technologie qui nous dépasse. Alors étranger, à commencer par les rivaux, russes et chinois, ça peut être aussi les alliés. Et si ce ne sont pas eux, bah, d'autant plus de s'en occuper, c'est interplanétaire. C'est planétaire, excusez-moi. Le problème est planétaire. Et là, on devrait travailler, par contre, de concert avec la Russie, la Chine, la France, l'Australie, enfin tout le monde. Puisque les anomalies n'ont pas eu lieu qu'une seule fois, elles ont eu lieu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a eu comme anomalie? Il y a eu quand même des activations des systèmes de communication, des systèmes parfois de navigation et d'armement, ce qui n'est quand même pas rien en anomalie quand il y a eu ce genre de choses. Et apparemment, cette espèce de tic-tac, ce n'est pas le premier, ou c'est le premier, mais ce n'est pas la première fois. Ok. Donc, en particulier dans cette zone, dans la Californie. OK. Donc là, tu voulais que. Voilà ce que je voulais dire sur les révélations du Patagone. Et pour nous, ufologues, c'est important, puisque ça veut dire qu'on n'est pas dans la fantaisie. Souvent, les sceptiques, surtout les scientifiques, nous disent mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien à explorer. Là, pour le coup, il y a un truc. Ouais. Alors, je dirais Et à ces sceptiques scientifiques, mettez vos travail. Mais avant de vous faire des idées toutes faites, allez dans les dossiers militaires, s'il vous plaît. il y a eu des tentatives de Là, débunker ça par des drones ou des ballons, mais c'est pas convaincant du tout.
Ben non, parce que bon ben voilà, pas plus que un engin pyrotechnique, genre lampe thaïlandaise ou quoi que ce soit. Euh, nous ne disons rien d'autre. Nous disons juste que là, on a un objet inconnu. Hein. Voilà, un UAP, comme disent les anglophones, hein, c'est-à-dire Auckland Area Phenomena, c'est-à-dire phénomène aérien inconnu. On est tout à fait dans ce registre, jusqu'à Mhm. preuve du contraire. Ok. Donc voilà pour Atip, est-ce que le timing Oui, il est bon? le timing est parfait. Voilà, parce qu'en fait c'est ça, il faut que je gère mes dossiers. Non, non, je te ferai un des signes si je trouve que c'est trop long. Ben, tu m'envoies des œufs, je sais pas quoi. Voilà, des œufs virtuels. Bon, Ok. j'espère que j'ai pas trop oublié des choses dans ce dossier. Bon, Oh, tu peux pas tout dire de toute façon. Et je non, pense que l'idée, c'est d'intéresser les gens qui puissent ensuite oui, et faire puis voilà. leur propre recherche aussi. Oui, oui, et c'est vrai que le fait, c'était que je présente l'essentiel des dossiers, et après c'est aux gens de faire leurs recherches. Pourquoi? Pour pas que les gens y perdent de pied, parce que autrement ça fait beaucoup, beaucoup trop d'informations. Alors un truc que je vais rajouter, oui, quand même, par rapport à la limite, j'allais l'oublier, c'est que l'US Navy a reconnu faire des recherches et déposer un brevet, et ils ont reconnu avoir travaillé sur pas mal de domaines. Euh, le travail sur l'espace-temps, le travail sur les trous de verre, le travail sur des technologies avancées. Euh, D'ailleurs, la firme Bigelow Aerospace, Harry Reid le dit, ils ont débloqué un budget qu'ils appellent un budget noir de 22 millions de dollars. Alors, 22 millions de dollars, on va dire qu'on ne peut pas faire grand-chose avec, surtout dans le domaine de l'aérospatial. Sauf que la firme Bigelow, Robert Bigelow, avec sa propre firme, a investi de ses deniers personnels sur la recherche par rapport aux ovnis. Et aussi, il faut rappeler que Robert Bigelow, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu à la NASA. Il est en train de travailler sur les modules gonflables pour Mars. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. On est quand même d'accord. Mm. Euh, donc, le S-Navy reconnaît avoir des informations suite à des récupérations. On parle de matériaux récupérés, c'est classé secret. Alors certains disent que c'est un écran de fumée. Alors bien évidemment, par rapport à ces allégations, on est entre suspicion et fait. On est bien d'accord. Mais n'empêche que les Américains, ils avouent qu'ils travaillent sur des technologies avancées. J'avais mis sur mon blog UFO et Sciences que je, je fais juste un petit parallèle parce que le S-Navy annonce qu'ils ont fait des travaux sur des engins et la NASA avait dévoilé dans un article qui datait du 6 octobre 2014 qu'il travaillait sur un concept pour les voyages supraluminiques avec, entre autres, une technique qu'on appelle Warp Drive. Warp Drive, on la doit à Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre, le Mexicain, un physicien de très très haut niveau, qui parle d'engins de distorsion et du temps. Ça a donné la métrique d'Alcubierre. Donc la métrique d'Alcubierre, j'ai retrouvé vite fait pour vous ce soir. C'est sur mon site UFO et Sciences, hein, Investigation UFO et Sciences. Voilà, c'est qu'une partie du document que j'ai mis en ligne. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais ça prouve qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et, euh, et peut-être issues de la rétro-ingénierie sur de la récupération de choses venant d'ailleurs. Venant d'ailleurs, ça, c'est la question, oui ou non. Voilà pour clore le dossier du porte-avions Nimitz. Voilà. Il y a eu un ufologue qui est auteur, M. Braglia, suite à la loi FOIA, Freedom of Information Act. C'est lui qui a obtenu les informations, comme quoi la Navy disposait apparemment de matériaux pour faire de la rétro-ingénierie. Voilà, bon, je n'irai pas plus loin. Chacun se fera son idée, chacun doit faire ses recherches. Encore une fois, moi, je présente des faits. Après, il y a des allégations et des suspicions. Et après, j'ai envie de dire aux gens, débrouillez-vous avec ça. Mais en tout cas, on part toujours à la base sur des faits. Moi, je présente à la base des faits. Voilà. OK? Donc Ok, low-tech. maintenant, on va mettre OTEC. OTEC, c'est Atlantic Undersea Test and Evaluation Center. Autrement dit, centre de test d'évaluation sous-marine, donc qui appartient à l'US Navy. Alors, ça a été demandé
cette structure par le secrétaire à la marine des États-Unis. Et l'ordre a été donné en 1959 pour la création de OTEC, d'accord, sous la direction du Bureau of Ships, qui maintenant s'appelle la Naval Sales System Command. La création d'une telle structure doit répondre aux défis de la guerre moderne et pour faire face aux rivaux et aux dangers potentiels. Il fallait se doter d'une installation de test et d'évaluation en eau profonde afin d'effectuer des mesures acoustiques sous-marines, de tester des sonars, des radars et des moyens de détection, puis de fournir des données précises de suivi de sous-marins, mais aussi des bâtiments de surface, les navires et de l'air, et de tout le système aéronaval, de tester de l'armement, de tester les équipages et les commandements d'équipage, non seulement de les tester, mais aussi de les valider, et de peaufiner les moyens de communication, de lutte, de détection, dans le cadre des compétences des départements R&D, recherche et développement et OTEC. Voilà ce que j'ai récupéré. Moi, c'est en anglais. C'est juste ça. Hein. C'est tout ça. Ouais, c'est tout ce que j'ai récupéré. Donc, c'est quelque chose qui existe. Hein. Il y a même des portes ouvertes données dans cette zone, ce qui est assez ahurissant, puisqu'il y a du personnel, forcément. Alors, OTEC, il teste des choses sur l'acoustique, sur l'électromagnétique. Il y avait eu... Alors, où c'est qu'elle est située? Oui, j'aurais dû parler de ça. Là, je vois que tu me mets des cartes. Alors, elle est localisée vers l'île d'Andros, qui est un archipel des Bahamas, composé de 3 îles. Andros Nord, Andros Sud et Mangrove Cay, qui possède la 3e plus longue barrière de corail au monde, qui comporte des trous bleus, qui sont appelés aussi trous marins. Alors, des trous bleus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des excavations sous-marines, des grottes ou des dolines, ou des cénotes qui sont immergées. Pour être plus précis, OTEC se situe en Floride, entre la Floride et Cuba, dans la zone du triangle des Bermudes, où il y a eu multiples problèmes, célèbre triangle des Bermudes, hein, disparition d'une escadrille et puis d'équipes de sauvetage, de petits navires comme de gros, dont on n'a jamais retrouvé des épaves pour certains, Kingdom pour les avions. Bon, les Bermudes, nous savons qu'il avait été appelé le triangle du diable, et avec autant de suspicions et d'allégations là aussi. Hein, bon, le triangle des Bermudes, on sait que c'est une zone de turbulence, hein, de turbulence déjà climatique avec le grain blanc, hein, qui est un espèce d'ouragan. Vous avez un ciel bleu, puis d'un coup, vous avez comme un entonnoir au-dessus et ça vous emporte des bateaux comme un foutu de paille. C'est une zone sismique par excellence, donc les problèmes électromagnétisme au niveau naturel ne sont pas, je veux dire, hasardeux. Hein. Bon, voilà, quand vous êtes dans la pire zone sismique et volcanique, et en plus atmosphérique et climatologique, c'est sûr qu'il y a des forces naturelles déjà. L'hydrate de méthane qui peut se dégager, hein, c'est un gaz indolore qui peut remonter en surface et mort même dans l'espace aérien. Il est extrêmement inflammable à une certaine température. C'est le cocktail parfait pour le triangle du feu. Donc, entre autres. Donc voilà, en gros, OTEC, elle est dans cette zone. Alors, est-ce que OTEC bénéficie de cela pour des expériences? OTEC, c'est quand même, on le voit ici sur la carte, ce sont des baraquements, des zones de stockage, magasins, réfectoires, internats, bien évidemment, parce qu'il y a du personnel, des bureaux, mais nous, forcément, c'est pas ce qui nous intéresse. Il y a un héliport. À un moment donné, on avait une... Alors ça, c'est l'entrée. Alors, je vous présente... excuse-moi, voilà. Oui, alors du coup, j'essaie de suivre les images. Alors là, c'est l'entrée terrestre de OTEC, d'accord? Il y a une entrée maritime et une entrée aérienne. Alors, elle a un héliport. Là, on peut voir qu'il peut y avoir 4 hélicoptères qui peuvent atterrir au minimum. Alors, bien sûr, avec des bureaux. Là, c'est un système de détection ultra perfectionné. Alors, elle est étroitement surveillée, cette zone, au niveau aérien.
quand vous rentrez dans la zone, vous êtes obligé de dégager, au niveau terrestre bien évidemment, et aussi au niveau maritime. Elle est surveillée par les gardes-côtes et par les commandos de marine, les Navy Seals. Donc c'est une zone, on va dire, sensible par excellence. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est aux Bahamas, qui est un État indépendant, mais en fait totalement Oui, sous la alors, dépendance on en des revient, Américains. oui, alors on en revient un petit peu comme l'Australie avec Pine Gap. OK? On a un territoire, les États-Unis ont acheté une partie de ce territoire, le pays en question a un droit de regard. Il y a des fois des tensions faites entre les États-Unis et ces pays qui disent eh oh, là vous faites quoi? Puis eh oh, l'argent, vous n'êtes pas regardant hein, quand on vous le donne. Bon, il y a des fois même encore à l'heure actuelle, il y a des fois des tensions, hein, puisque les Américains ils veulent disposer de leurs outils comme ils veulent, sauf qu'ils ne sont pas sur leur territoire. Alors, des fois, il y a des frictions. Bon, voilà. Alors, ce que je voulais dire, alors, OTIC, il faut comprendre que c'est un complexe qui fonctionne avec d'autres centres de recherche. Ce n'est qu'un truc qui est là dans l'océan, mais voilà, ça fonctionne avec d'autres activités maritimes aériennes et ce n'est qu'un œil sur l'océan, c'est un point stratégique. Hein. Les Américains, ils ont mis ça là pas par hasard. Ça leur C'est pas, permet, ça leur permet de contrôler les zones territoriales maritimes. Alors maintenant, la question que j'aurais, moi, parce que là, je vais quand même parler qu'il y a des choses qui s'y passent. Euh, Est-ce que OTEC était installé à cause d'observations et d'événements et d'anomalies inexpliquées, ou est-ce que ces choses inexpliquées sont là à cause d'OTEC? Ça, c'est une question que je me pose et elle peut paraître idiote, mais je pense qu'elle est quand même fondamentale. Alors, le Navy SEAL System Command représente environ 30% d'expertise scientifique et technique de la marine, ce qui représente environ 20 000 scientifiques, rien que ça, hein, et ingénieurs et du personnel de soutien, qui fournissent des conseils et des solutions afin de contribuer au succès des programmes navals au sein de 9 divisions situées aux États-Unis. C'est ça, OTIC, c'est l'une des 9 divisions. Alors, OTEC, une installation sophistiquée qui comprend 3 rames de test, 3 types de bâtiments, qui en fait un poste avancé pour l'océan Atlantique. La gamme d'armes, la gamme acoustique et la gamme Forax, toutes situées dans la langue de l'océan, représentant 190 km de long, 28 de large, pour une profondeur se situant par endroits à 2000 mètres, donc abyssal. voilà, la langue de l'océan, c'est ça. En fait, Oui, c'est un plateau très peu profond, puisque là, on voit les récifs, mais là, ça devient très, très profond. exactement. Alors, le laboratoire effectue des tests pour l'aérospatiale, des mesures, des évaluations de guerre sous-marine. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, de la détection, diverses recherches maritimes comme le calibrage, les classifications, dont le contenu n'est pas connu en détail. La base possède aussi un héliport, nous l'avons vu tout à l'heure. Le secteur de l'acoustique est équipé de transpondeurs portables qui servent à mesurer et analyser des erreurs dans une bande de fréquences qui se situe entre 50 Hz et allant jusqu'à 5000 kHz. Alors, électromagnétique, des transpondeurs radars qui peuvent générer des cibles dans une gamme de fréquences se situant entre 1 et 18 GHz ou de 26 à 40 GHz avec une modulation d'impulsion à largeur de bande spectrale. Ce complexe en eau profonde est situé parallèlement à la côte de l'île d'Andros, qui est la plus grande et polyvalente connue. Elle a en outre la capacité de suivre simultanément 63 objets. Elle est soutenue par d'autres bases plus petites éparpillées ça et là. Ce complexe en eau profonde est situé parallèlement à la côte de l'île d'Andros. Elle possède des systèmes de communication complémentaires de type radio VHF, HF et UHF qui sont disponibles sur toute l'installation. Cette installation, pour la partie émergée sous l'eau, couvre 5000 milles nautiques, environ 1700 km². Elle est divisée en 2 zones de surveillance distinctes qui consistent en des zones plus petites de surveillance. Cette flexibilité leur permet d'effectuer des exercices individuels distincts pour la même opération. Cette installation sert aussi de simulateur de guerre électronique nommé Electronic Warfare Treats,
EWTS. Ce système génère en temps réel un environnement de signaux électromagnétiques complexes et dynamiques au niveau de la fréquence radio FR. Alors, la partie qui intéresserait les gens, des mystérieux objets ont été observés à plusieurs reprises dans les environs d'Otic. Les témoins décrivent des engins effectuant des manœuvres inhabituelles, virages très serrés, accélération incroyablement rapide. Un témoin raconte avoir été à 3 km d'un objet inanimé qui flottait sur l'eau. Il croyait au départ que c'était une baleine, donc il s'est approché à environ 800 mètres. L'objet brillait, étrangement, et ressemblait plutôt maintenant à un engin futuriste. Et soudain, celui-ci décolla au-dessus de l'eau à une vitesse incroyablement élevée pour finir par redisparaître sous l'eau. Voilà ce genre de témoignage que nous avons dans cette zone. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Otech? Je regarde mes petites... Ah oui, oh. C'est pas très loin de Porto Rico aussi, où il y a énormément d'anomalies qui ont été signalées. Voilà, oui, donc oui, alors c'était ça, oui. Donc on n'est pas loin de Porto Rico et il y a un dossier de 160 pages qui a été fait. Bon, Otech, c'est une zone militaire qui a son équivalent au Nevada. On ne sait pas trop ce qu'ils y font. Bon, j'ai essayé de piocher des informations que j'avais. Donc, ok, l'acoustique, bon, ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, obligé, dans le sens que les sous-marins, c'est leur arme, hein, d'être silencieux. Hein. Le sous-marin, c'est la dernière arme nucléaire par excellence à l'heure actuelle. Le jour qu'un sous-marin nucléaire frappe, c'est que le pays en question est en mauvais état. C'est un peu se suicider avec quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà, on a usé toutes nos cartouches, ben maintenant, on va frapper ce que l'on peut. Voilà. Donc, les sous-marins, leur premier armement, en fait, c'est d'être discret. Hein, ils peuvent informer les troupes au sol hein, grâce à des systèmes très sophistiqués hein, d'écoute. Donc, ils peuvent informer des commandos de marine près du littoral, etc. C'est pas trop les yeux, c'est les oreilles. Hein, c'est les oreilles eh bien, des équipes qui doivent intervenir, soit pour du renseignement, soit pour des missions précises hein, d'intervention. Bon, pour les États, on parle de guerre, mais aussi pour les trafiquants de drogue, hein, notamment. Ce sont les quelques missions que les sous-mariniers à travers le monde font, quoi. Mais au départ, c'est une arme de dissuasion, mais il leur faut surtout de silence. Donc, c'est pas étonnant que Otech ait travaillé sur tous les domaines de l'acoustique pour la détection, mais aussi pour le camouflage en ce qui les concerne. Ne soyons pas dupes. Les drones sous-marins se développent à une vitesse élevée. Il existe des requins qui sont capables, des faux requins, hein, des requins drones, hein, qui sont munis d'explosifs. C'est dingue. Ce que je trouve dans mes recherches, c'est énorme. En matière d'innovation, les pays rivalisent d'ingénierie. Et Otech est l'un de ces choses-là. Ce qui va m'amener peut-être maintenant, si le timing est bon, aux zones hotspot. Oui. J'ai affiché la petite carte là, que tu m'avais essayé. Je fais un résumé, puisque je ne veux pas spolier mon bouquin. Donc ça, vous l'avez dans mon deuxième livre, Otech, ok. Et puis, voilà. Et après, on peut glaner quelques informations sur Internet. Je me suis amusé hein, pour les avoir, parce que c'était tout en anglais. Emmanuel m'a traduit. J'ai dû ruser un petit peu, faire autrement que de chercher Otech pour avoir d'autres informations là-dessus. Bon, c'est un petit sport. Bon. On aime ça, hein, on ne va pas se plaindre. Alors, hotspot, on va parler, dans les zones hotspot, on va revenir en Californie. Parce que la Californie, au niveau maritime, elle a quand même ses trucs. Et là, je vous ai réservé une petite surprise. J'espère que je ne l'ai pas perdu dans mes documents. Non, il est là. Alors,
Je vais faire un petit coucou à un Américain avec qui je suis en contact, qui s'appelle Preston Dennett. C'est vraiment le spécialiste international par excellence que je salue. Je salue aussi Stone Hill et Mantle hein, pour la Russie. Mais je salue surtout Preston Dennett, qui est le spécialiste de la Californie. C'est un enquêteur, un ufologue, un auteur. Et Preston Dennett, il a auditionné des témoins, et des témoins se sont prétendus avoir été enlevés près des littorales californiens. Et lui, des gens ont accepté d'être sous hypnose par des gens compétents. On ne met pas sous hypnose n'importe comment et n'importe quand. Là aussi, je fais un petit coucou à Janie Charot, notre directrice qui est de MoFun France, et Hugues Noël, hein, qui sont spécialisés dans ce domaine, qui est le plus haut degré de l'ufologie, de décontacter les gens qui se prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. C'est vraiment le plus haut degré. Il faut vraiment que les gens aient l'esprit ouvert pour affronter cela, parce qu'autrement, ce n'est pas la peine. Donc, simplement, Preston Dennett, depuis 1947, comme par hasard, il n'y a pas eu que Roswell, il y a eu aussi le littoral californien qui était confronté à des soucoupes, à des disques, à des trucs parfois sortant de la flotte. Il raconte que des gens disent avoir été emmenés sous hypnose, parce qu'ils avaient un temps manquant, un missing time, ils avaient des problèmes, et ils voulaient savoir pourquoi ils avaient 2 heures de leur temps perdu, ou 4 heures. C'était problématique pour eux, parce qu'ils ont dû s'expliquer des fois pour des retards, soit à cause parce qu'ils devaient aller au travail, ou pour la famille, ou ceci ou cela. Donc, à partir de ce moment-là, c'est même plus des témoins, pour moi, ce sont des victimes. Et Preston Dennett, il dit, voilà, il ne parle pas d'avoir été emmené dans des vaisseaux, il parle de parois rocheuses. Et Preston Dennett, il dit, moi, au vu de mes études, il y a des trous très profonds ici, vers le bassin de Santa Catalina. L'île de Santa Catalina, qui n'est pas loin du comté de Los Angeles. Il dit, vous vous rendez compte, une population très dense, et là, vous avez des trucs qui sont au milieu de l'eau, et qui sortent à leur guise et comme ils veulent. Et c'est aléatoire pour nous. Et il y a des gens qui prétendent avoir été emmenés et avoir vu des parois. Et il dit, moi, Preston Dennett, il dit, moi, je suis convaincu qu'il y a des bases sous-marines, mais qui ne sont pas issues des bases sous-marines militaires américaines, qui en ont, forcément. Je ne vous parle pas de celle-là, puisque nos engins sont incapables. Ils sont trop gros ou ceci ou cela pour pouvoir se mouvoir dans les galeries sous-marines. Donc, Preston Dennett, lui, il prétend que, eh bien, il y a une activité sous-marine inconnue. Alors, je vais vous faire part d'un. C'est dans son livre, il a fait une petite pub pour un de ses livres, il fait comme moi de temps en temps. En juillet 1982, 11 amis sont allés camper au Blackjack Campground, dans une région reculée de l'île de Catalina, au large des côtes du nord de Californie. Vers le coucher du soleil, un épais brouillard est arrivé. Peu de temps après, les ovnis sont arrivés. 3 objets incandescents non identifiés se sont approchés en silence, et ont plané devant les témoins. Alors que les 11 amis avaient du mal à comprendre ce qu'ils voyaient, la température a chuté de façon spectaculaire. Quelqu'un a remarqué que leurs montres s'étaient toutes arrêtées. Quelqu'un d'autre a découvert que leur lampe de poche ne fonctionnait plus, ni leur caméra. Et alors, le spectacle a commencé. Des faisceaux de lumière brillants passaient entre les objets. Avant longtemps, l'un des objets a libéré un autre engin qui s'est rapidement approché des témoins. Ainsi commence une rencontre qui changera à jamais la vie d'11 personnes. J'ai arrêté là de prendre les notes, puisque c'est dans son livre. Bon, pour des raisons de copyright, ce n'est qu'un résumé des activités que l'on trouve à Santa Catalina. Là, pour le coup, c'était en 1982 plus précisément. Et pour moi, elle fait partie des zones hotspot jusqu'à d'autres zones. J'avais parlé tout à l'heure de Guadalupe. OK. Alors là, donc, on descend un petit peu sur la carte. Guadalupe est une petite île. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. Alors, est-ce que je ne parle pas trop vite? C'est un peu le... Tu parles comme Sylvain Matisse, très bien. Non, mais il faut que ce soit audible, sinon c'est... Voilà. Alors, Guadalupe est une petite île qui recense 11 phénomènes indépendants. Des sphères, des objets lenticulaires, ils sont fréquemment observés.
Ce n'est pas tout. Anomalies magnétiques au nord de la côte, ils sont relevés. Et plus surprenant encore, aucune anomalie dans un rayon d'environ 100 km autour de l'île. Il n'y a qu'une partie. Et d'ailleurs, il y a des requins qui se repèrent avec ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzini, c'est-à-dire ils détectent les mouvements, d'accord, les ondes. Ils les détectent et c'est grâce à ces ampoules de Lorenzini. Et les requins des requins blancs sont dans cette zone particulièrement. Donc, alors pourquoi là, il y a des flux électromagnétiques, il y a des ondes sur cette zone particulièrement et pas sur d'autres? L'île de Guadeloupe, c'est quand même une île volcanique. Alors, ceci peut expliquer cela, hein, au niveau électromagnétique, mexicaine. Elle est près du rivage, il y a de la bioluminescence. Guadeloupe se situe à environ 240 km au large de la Basse-Californie. Plus précisément, environ 35 km au sud de Ensenada, pas loin de San Diego. C'est une ville mexicaine, donc étroitement surveillée par la marine mexicaine. L'eau est très claire. La surface de l'eau avoisine les 30 mètres et elle est tellement claire qu'apparemment on peut presque voir le fond. Cette île est étroitement surveillée par la marine américaine. Il y a un fait qui est apparu il y a 11 ans, après l'incident du porte-avions Nimitz en 2004. Une trentaine de kilomètres plus au nord, donc en fait c'est en 2015, hein. Le témoignage qui suit est le même que celui des pilotes de l'US Navy. Le même type d'objet aurait été vu par un civil une décennie après les militaires américains. C'est quand même énorme. Mmh. Dans la nuit du 30 janvier 2015, vers 1h du matin, un témoin, Adriana Oreda, qui survolait avec son avion dans le secteur, aurait vu un objet parfaitement lisse, sans réacteur, sans appendice, sans aile apparente, et qui ne se déplaçait pas comme un avion. Il semblait réagir à la présence du pilote. L'objet se trouvait à environ 15 km de Oreda. Et lorsque Oreda alluma ses phares, les phares de son avion, l'objet lui a foncé dessus à une vitesse estimée à Mach 15, environ 19 000 km/h. L'objet ressemblait au tic-tac de l'affaire du porte-avions Nimitz. Les objets lumineux au-dessus du Pacifique sont vus, mais aussi des objets sphériques, des lumières sous l'eau, pour certaines d'entre elles qui sortent de la mer, ou y rentrent, ou descendent du ciel, plongent dans l'eau. Dans le dossier du Nimitz, l'objet a fait bouillir la flotte. Un radariste a vu un objet sous l'eau à la même forme que le tic-tac et se déplacer sous l'eau à très grande vitesse. Certains témoins rapportent même avoir vu une boule dorée, ou bien encore blanche comme une ampoule LED. Et donc, le témoin Oreda, son témoignage correspond avec ceux des chasseurs F-18 de la marine américaine qui ont décollé du Nimitz. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous fournir? Porto Rico, un plongeur. Oui, il y a une mission qui a consisté à envoyer un plongeur pour attacher un objet, le récupérer et le hisser à bord. Mais alors que le pilote observe la scène à 15 mètres de hauteur, il voit soudain une masse énorme qui semble remonter des profondeurs de l'océan. Les hommes se hâtent de tuer le plongeur et l'objet vole dans la masse sombre qui redescend. Quelques mois plus tard, le scénario se reproduit. Alors que le plongeur est attaché à un câble, est en train de descendre, le pilote voit de nouveau une masse circulaire qui remonte dans l'eau et cette fois, l'objet est récupéré et brutalement aspiré vers le fond. Il ne sera jamais retrouvé. Les hommes de la mission, il est impossible que la masse ait été un sous-marin. Donc, il y a eu cette histoire-là. Le Nimitz, il y avait, pas le Nimitz, je crois que c'est l'USS Princeton. Je prends avec des pincettes ce que j'ai dit, c'est un bateau. Et il y a eu une alerte. Et il y a un gars qui était resté sur le bateau. Et normalement, quand c'est en état d'alerte, il se met en mode furtif, c'était la nuit. Le mec contemplait le ciel pour fumer une clope. Hein, donc c'était
un gars de la marine américaine, donc qui était sur le pont, voilà, elle était en pause, il regardait le coucher du soleil, la nuit tombe, et puis il y a une alerte sur le bateau, les écoutilles se referment, lui il tarde pour fumer sa cigarette, il se retrouve fermé dehors, sur le pont. Et à ce moment-là, il assiste à la proue du bateau, à l'avant, à un truc extraordinaire, une masse noire qui sort, de forme triangulaire. Quand c'est sorti de la flotte, l'objet n'était même pas mouillé, il était comme asséché. Et le truc a disparu dans le ciel. L'alerte était levée, donc sur le bateau, ils étaient en mode nuit. En mode nuit, c'est-à-dire on éteint toutes les lumières, on ne fait pas de bruit, on verrouille tout. Et là, bon, voilà, l'alerte est enlevée, le mec redescend, il a pris une chasse. Parce que, il n'était pas dans le protocole, il n'a pas respecté la procédure, mais il a surtout été après enquiquiné par des civils qui sont arrivés après, par hélico. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui justifiait qu'il était en retard, donc déjà rendre des comptes au niveau militaire, pourquoi tu n'as pas respecté la procédure, déjà premièrement, pourquoi tu n'étais pas à ton poste, secondement, et puis après, qu'est-ce que tu as vu? Tu allé chercher quoi dehors? Ils l'ont enquiquiné avec l'objet en fait. Et il a dit, j'ai senti très très vite qu'il ne fallait pas que je parle de cette affaire, parce que, bon déjà j'ai fait déjà une faute, mais alors en plus, si j'avais rajouté cette affaire, ma carrière était terminée. C'était vite vu, quoi. Donc voilà, alors dans les zones hotspot, des points chauds, nous avons, ok, la Californie, nous avons de l'autre côté la Floride, puisque les Caraïbes, puisque là, on a aussi le même genre d'observation. Et donc, comme je le disais en préambule de ma visio, si on trace une ligne entre la Basse-Californie et de l'autre côté, on arrive à 3400-3500 km. Hein, je crois que c'est ça. Mhm. Parce que là, je ne vois pas l'écran, mais je crois que c'était ça de mémoire. Oui, oui, c'était marqué 3000 km, je crois. Alors, Non, je voulais faire une analogie. Enfin, oui, un parallèle entre ce qui se passe en Californie et de l'autre côté, et se dire, d'essayer de tisser un lien, s'il en est un. Ce qui reste à prouver, ça peut être des cas isolés, mais quand même. En tirant cette droite, comme je l'ai fait là sur map, hein, en tirant la distance, ok, si on y va en bateau, si on y va en vélo, si on y va en voiture, en avion conventionnel, ça met du temps. Donc, pourquoi rallier les deux zones? Maintenant, si on y va en missile hypersonique, comme je le disais tout à l'heure, Mach 10, Mach 20 ou Mach 30, il y a eu, entre autres pour le porte-avions Nimitz, des accélérations qui auraient été de cet acabit-là, c'est-à-dire qu'on rentrait dans les dizaines de Mach. On réduit d'autant la distance. Si on a un Mach 20, on y est dans le quart d'heure, 20 minutes de l'autre côté. Hein. Alors, supposons que ces trucs-là, ces objets inconnus, soient venus d'une zone ou de l'autre. c'est pareil, c'est ça. C'est comme si moi, je prends ma voiture, là, je suis au Creusot pour aller au Breuil, la ville d'à côté. Je suis dans 10 minutes à quart d'heure. Je veux dire, ça ne prend pas de temps du tout. Donc, je peux faire mes petites emplettes comme je veux. Et moi, je crois que c'est ça, quoi, l'histoire. C'est bizarre quand même. C'est une pouponnière à Ouani. Hein. La Californie, la Floride, les eaux, ça a infesté de cela. Alors, et d'OVNI, j'ai toujours la même problématique. Est-ce que nous avons affaire à chaque fois au même spécimen? Gélule, soucoupe, boule, disque, triangle. Est-ce que tout ce petit monde vient ont la même provenance? Peut-être qu'il y a un monde subaquatique qui n'a pas encore été découvert, qui a développé une intelligence. Alors, bien évidemment, on va commencer par le palpable, les humains. Hein, bon, moi, je fonctionne toujours comme ça au départ, les humains, voilà. Les militaires, des industriels, des privés, ok, qui testent des trucs, qui font des joujoux, ok, bon, voilà, ça donne ça. Et comme ils n'en font pas de pub parce qu'ils veulent garder jalousement secret ou parce qu'ils ont un intérêt commercial ou stratégique, bien évidemment, ils ne vont pas faire de pub. Ce sera pour nous des ovnis ou des OANI, ok.
On va prendre là le côté humain. Maintenant, si ce n'est pas humain, on va rentrer dans l'inconnu. Dans l'inconnu, moi, je rajoute au niveau… Alors, on parle de spatial, interdimensionnel. Moi, je rajoute des êtres subaquatiques. Voilà. Nous sommes des êtres humains. On est né dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique. On est marin à l'origine et on se développe en surface. Maintenant, ce que Dame Nature n'a pas engendré des hominidés, ce qui a donné naissance au mythe des sirènes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit fond de vérité là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une ville sous-marine quelque part? Et il y a des richesses des océans, deutérium, etc. Voilà, bon. Je n'ai pas de preuves pour affirmer. C'est juste de la réflexion. On est bien d'accord. Là, je parle d'hypothèse. C'est intéressant de creuser, d'essayer de voir si toutes ces quincailleries pour le taux les boulons, je reprends le terme de Joël Ménard, que je salue, anciennement directeur de LDLN, Lumière dans la nuit, il parle de taux les boulons, trucs manufacturés, construits par l'intelligence, au comportement intelligent, c'est vide ou c'est pas vide, soit c'est téléguidé par l'intelligence artificielle ou par quelqu'un à partir d'un autre vaisseau ou d'un poste de commandement, soit ce n'est pas tous les boulons et c'est purement phénomène. Et dans ce cas-là, dans les phénomènes, nous ne connaissons pas tout encore. Sur notre propre planète, je regardais hier encore avec plaisir un DVD où James Cameron est descendu avec des jeunes sonder l'océan et il parle d'extraterrestres. C'est marrant, quoi. Parce qu'il dit, vous vous rendez compte que la recherche spatiale, elle va passer par nous. Parce qu'on n'imagine même pas. Nous sommes à 3150 mètres. Nous sommes vers les fumerolles, c'est-à-dire les cheminées hydrothermales. Et vous avez vu, on a des crevettes. Vous le voyez de vos yeux, on le filme. Il y a des crevettes. Il y a de la vie, ça grouille. La photosynthèse, elle ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? La photosynthèse, ce sont les rayons solaires qui sont absorbés par les plantes. Ça marche jusqu'à 200 mètres. Là, on rentre dans des systèmes abyssales avec les problèmes de pression, de température, de toxicité, d'accord l'être humain ne fait pas 10 secondes dans cet environnement. On est bien d'accord. Et pourtant, la vie, elle existe, elle pullule. Alors peut-être que sur une lune, je pense par exemple Europe, lune de Jupiter, où il y a de la glace, peut-être que sur la glace, parce que les scientifiques ils pensent que par friction, il peut y avoir un océan, peut-être qu'on aurait ce genre de créatures. Alors là, on est dans des créatures qui, par contre, ne pourraient pas effectivement voyager sur notre planète. Mais s'il y a une autre créature ailleurs, il n'est pas interdit de penser qu'il peut y avoir des civilisations ailleurs et que ces civilisations, elles atteignent un niveau de technologie que nous n'avons pas encore. Ce n'est pas interdit. Ok. Ok, donc on va passer avec Chili. Un peu vite le Chili, puis ensuite on pourra parler de la Belgique et puis bien sûr du Foch. Oui, d'accord. Je suis à la bourre, c'est ça. Bon. Alors le Chili. Objet filmé par un hélico militaire chilien en novembre 2014. Un objet inconnu qui a émis un jet brûlant. On ne sait pas trop si c'est du liquide ou du gaz. Alors, elle voitura. Alors, s'il te plaît, oui. La deuxième image. OK. Hop, non. La suivante. Oui, parfait. Envoltura. En espagnol, c'est enveloppe. Voilà, donc. Ok, donc maintenant on remonte, ça c'est un zoom, ok, on reviendra là-dessus. Voilà ce qu'on capture, c'est qu'a capturé un Airbus Cougar AS532 de la marine chilienne, c'est un hélicoptère. Ok, donc on voit une zone avec un épandage, et puis plus loin on voit comme une espèce de deux phares, d'accord. Et cette vidéo-là, elle a été mise en ligne, elle dure 9 minutes 20 dans sa version originale. Elle a été classifiée, il faut le signaler, pendant 2 ans. Et l'armée chilienne a quand même divulgué cette vidéo. Cette vidéo a été prise le 11 novembre 2014 par un hélicoptère Airbus Cougar AS-32 au large de Santiago. À bord de l'appareil, un capitaine qui a plusieurs heures de vol et un technicien étaient chargés de tester une caméra infrarouge Westcam MX15 HD. Voilà le type d'appareil.
L'objet est apparu environ 13h52. Alors qu'il enregistrait des images de la zone, le technicien a vu à l'œil nu l'objet situé selon ses estimations à une distance comprise entre 55 et 65 km de l'hélico. Le pilote a contacté deux stations radar qui n'ont pas repéré l'appareil inconnu, pourtant situé dans leur zone de détection. Pas plus que le radar embarqué de l'hélicoptère. Les contrôleurs aériens ont confirmé qu'aucun appareil civil ou militaire n'était signalé dans la zone. Non, on n'avait pas de manœuvre ce jour-là. RAS. Le pilote a tenté d'établir une communication avec l'objet en utilisant la fréquence internationale d'urgence. Pas de réponse. L'appareil non identifié était filmé donc pendant 9 minutes, 20 secondes, en mode normal et en mode infrarouge. Les images tournent en infrarouge, les teintes sont liées à la température. Les zones les plus sombres sont les plus chaudes. Les points lumineux apparaissent noirs. L'enregistrement a été soumis à l'expertise des scientifiques, dont le spécialiste français François Louange, spécialiste en imagerie, qui travaille pour le GEPAN. Il est connu, hein, c'est lui qui déteste les canulars, hein, qu'on voit sur les vidéos YouTube ou sur certains articles, certaines photos. Hein. Bon, ben voilà. Je reprends le fil de mes notes. Alors, François Louange était sous les ordres du général Bermudez et du chimiste nucléaire. Alors, chimiste nucléaire, une sous-catégorie de la chimie qui traite de la radioactivité et des processus nucléaires, Mario Avila. Ce dernier a accordé une interview à Leslie King, d'accord, journaliste réputé, notamment au New York Times, considéré comme l'une des rares enquêtrices sérieuses de ce phénomène OVNI. Mario Avila s'est dit très impressionné par les images et la qualité des témoins. Des professionnels hautement qualifiés et entraînés, pourtant incapables d'expliquer ce qu'ils ont vu, aussi bien les uns que les autres. Alors, on avait l'altitude, 4500 pieds, ça fait environ 1371 mètres, par un après-midi clair, une visibilité horizontale et limitée, température de l'air à l'altitude était de 10 degrés, soit 50 degrés Fahrenheit. Il y avait une base de nuages au-dessous de 10 000 pieds, c'est-à-dire à 3048 mètres, et une couche de stratocumulus de nuages située en dessous. L'hélico volait à 132 nœuds, ce qui fait environ 245 km/h. À 13h52, le tournage sur le terrain, le technicien a observé cet étrange objet qui se situait à gauche sur l'océan. Les deux hommes, après, l'ont observé à l'œil nu. Ils ont remarqué que la vitesse et l'altitude de l'objet semblaient à peu près identiques à celles de l'hélico, qu'ils ont estimé, voilà, autour de 50 à 60 km. Il avait un trajet ouest-nord-ouest, selon le capitaine, et c'est là que le technicien a orienté la caméra qui a zoomé en infrarouge pour une meilleure clarté. Ces vidéos, tu les as là, tu as réussi à les mettre? Autrement, les gens peuvent les voir sur YouTube ou nos sites web. Investigation sonographique Ioanni. Quand vous êtes dessus dans recherche, vous tapez hélicoptère Chili, OVNI Chili, et vous allez tomber sur nos articles, et là, il y a les vidéos. Il y en a 3 qui sont très explicites. Alors, ce qui est formidable, mon cher Patrice et mes chers invités ici, vous êtes mes invités, je l'ai mis dans le deuxième livre pour faire un pied de nez à la marine chilienne. Parce que c'est quand même assez excellent. On diffuse ça, nous, sur nos sites web avec Emmanuel, et peu de temps après, il y a un service de communication de la marine chilienne qui s'énerve, puisque des groupes ufologiques, donc de la Cordillère des Andes, Argentine, Chili, puis en Europe, Espagne, Portugal, et puis les États-Unis, bien évidemment, et puis tout le monde. Et il s'est énervé de dire les ufologues, les chercheurs, tous ceux qui se permettent de commenter, de mettre quelque chose sur cette affaire, je les attaque. Parce que les vidéos, elles sont secret défense, elles appartiennent à des gens qui sont assermentés, des gens qui ont le bagage intellectuel et qui ont la logistique. Et aucun de ces gens qui publient, qui osent publier nos vidéos, encore plus les interpréter, ne sont amenés à le faire. C'est quand même excellent. Déjà, et d'une, moi, ma réflexion, je l'ai mis dans mon livre. Eh ben, la prochaine fois, tu diras à tes mecs qui prennent rien en théâtre d'opération, c'est quand même énorme, et encore moins de les mettre sur YouTube. Parce que je sache, à l'époque, YouTube était libre. On est d'accord?
À partir du moment que c'est public, je ne vois pas pourquoi je ne me permettrai pas de prendre cette histoire. Au même titre que les autres collègues qui l'ont pris dans le monde. Donc la prochaine fois, eh bien, vous faites autrement. D'ailleurs, l'US Navy, pour rejoindre la type, tout à l'heure, si on revient au porte-avions Nimitz, ils auraient été fait le problème. C'est-à-dire, ils incitent les pilotes, les personnels navigants, maritimes, sous-marins et aussi aéronaval et naval à parler lorsqu'ils voient quelque chose pour faire un rapport. Donc, pour qu'il n'ait pas de crainte pour leur carrière. Mais par contre, ils se sont empressés maintenant de dire on diffuse rien sur Internet. C'est quand même excellent, puisque les armées, on s'est dit que normalement, tu filmes pas, même pas quand tu es en manœuvre. Tu ne prends pas en photo, tu filmes pas. Quoi. Moi, je veux dire, j'ai fait l'armée, j'avais pas intérêt de prendre des photos, quoi. À part les photos entre les copains dans la tente, mais pas de ce qu'on y faisait. Et là, c'est vrai que c'est dingue. Tu trouves quand même des trucs, les mecs qui filment, puis après ils diffusent. Ça, c'est encore plus qu'énorme. Ils diffusent, pas en privé, en public. Et là, on vient nous faire un pataquès parce qu'on parle de cette affaire. Ok, Voilà. Je pense que ça méritait d'être souligné. absolument. Maintenant, cap à la Belgique. Et là, je fais un coucou à mes amis belges. Daniel Steven, qui a son forum, il a accepté que je reprenne sur mon site web, sur notre site web avec Emmanuel, Investigation Océanographique Ioanni, cette affaire du lac Eupen, d'accord, le lac Eupen, le lac de la Gilette, situé à Eupen, plus exactement. Eupen, ça se trouve à la frontière germano-belge, entre l'Allemagne et la Belgique. J'ai mis deux cartes là, donc là, Ouais. on voit Eupen, je l'ai entouré d'un cercle rouge. Ça fait combien de temps pour parler de cette affaire-là, chrono? Oh, 5-10 minutes, hein, Je peux 10 la faire en minutes. 5 minutes. Je peux la faire en 5 minutes. OK. 29, alors on va mettre le curseur maintenant, on règle dans le temps, 29 novembre 1989. Alors, les années 80-90, les ufologues, je ne leur apprends rien. C'est la fameuse vague belge, d'accord? Avec la photo du petit Rochin, qui a été dite plus tard par un certain Patrick Maréchal qu'elle était fausse. Bon, c'est dommage que TF1, qui se sont empressés de dire que cette histoire était fausse parce que le triangle pris en photo était fait de frigolite et puis de fil et puis de ceci et de cela. Ils ont oublié de dire qu'il y avait juste deux F-16 qui avaient décollé. Quand on regarde combien coûte l'heure de vol, le kérosène, je pense que l'armée belge avait autre chose à faire que de s'amuser. C'est dommage que quand vous avez des sceptiques qui démontent à chaque fois les ufologues, ceci, cela, ils oublient toujours les détails importants. Et ça, je tiens à le signaler. C'est juste 5000 témoins, la vague belge. C'est juste ça. Hein. Pourquoi une vague? C'est sur la durée. Hein, entre 1980, 1990, un peu au-delà. C'était pas qu'en Belgique d'ailleurs, hein, le nord de la France. Emmanuel, ma compagne, ERA 51, elle a eu des témoins dans le nord de la France. Je salue aussi Jean-Pierre Donte, qui est enquêteur depuis 40 ans, de la même source que Thierry Larquet à Brest ou Joël Ménard à Poitiers. Ce sont des vrais ufologues, les anciens, qu'on leur doit. De dire toutes ces anomalies. Ce sont les premiers, les pionniers de l'ufologie. Donc, il faut rendre à César ce qu'à César. Voilà. Et je remercie Marianne Etao, puisqu'elle m'a reçu 2 fois à Bruxelles. Elle nous a reçu qu'Emmanuel. Fred Hall de Impossible ou pas, à sa chaîne, qui fait partie aussi de l'association Origine. Et puis les gens de la COBEPS. Non, parce que la SOBEPS, à l'époque, c'était la SOBEPS. Elle était dissoute et maintenant, c'est la COBEPS. Et donc, j'ai des contacts avec certaines de ces personnes. Et les gens partagent bien. Et donc, Daniel a accepté que je reprenne ce cas. Pourquoi j'ai repris ce cas? Puisque l'eau est concernée. Alors, cette affaire met en scène un ovni de type triangulaire en Belgique qui suit son trajet vers le lac de la Gilette. Donc, au départ, le standard appelle une patrouille pour des nuisances, non pas sonores, mais visuelles. Clarté qui éclaire des habitations, les champs, et ceci, et cela. Donc, ce sont les plus proches. Donc, les mecs, ils y vont avec leur véhicule et ils poursuivent 3 points lumineux, parce qu'au départ, on ne sait pas que c'est un triangle, 3 points lumineux. Et curieusement, ça ne va pas vite. C'est un peu plus vite que leur véhicule. Donc, ils peuvent le suivre tranquillement. Et cette structure-là, elle se dirige au-dessus du lac, en sustentation. Il descend une espèce de boule rouge, comme si c'était tenu à un fil, qui descend dans l'eau.
et qui remonte. Et pendant ce temps-là, 3 autres lumières éclairent cette structure. Et c'est comme ça que les gendarmes ont vu que c'était une structure triangulaire avec un dôme. La boule rouge est rentrée dans le premier triangle. Les deux étaient en sustentation. Ils ont glissé dans le ciel pour finir par disparaître jusqu'à l'Allemagne. Et les témoignages ont été nombreux. Il faut préciser que ça a duré plusieurs heures. Donc déjà au-dessus du lac, ça a duré presque 1 heure. Et après, ça a continué dans le ciel de Belgique jusqu'en Allemagne. Ça a pris quasiment toute la nuit, ce qui est plutôt rare dans les observations d'OVNI. Ça, je tiens à le signaler. Alors, j'ai essayé de regarder ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans le barrage de la Gilette. Rien. Des souches, des ordures. Voilà. Donc, c'est un lac qui a été créé artificiellement pour alimenter la région, la ville, quoi. Il n'y a rien. Alors, pourquoi larguer un truc dedans? Est-ce que c'est un relevé de pollution? Est-ce que c'est ils avaient perdu quelque chose? Est-ce que c'est relevé d'échantillons? Je ne sais pas. Alors là, donc j'étais très très court pour cette affaire. Vous pouvez la retrouver sur notre site web, sur le forum directement de Daniel, qui est mentionné en source. Tu avais d'autres photos? On peut quand même, tu sais, Un texte, mais tu l'as dit. Ouais, mais les photos, je t'avais envoyé On Voilà, voit les donc photos des gendarmes. ce sont eux qui sont intervenus, donc comme quoi ils existent bel et bien, c'est pas de l'invention. OK? Voilà. Voilà, monsieur Nicole et puis l'autre gendarme. Après, voilà à peu près, là, c'est de la reconstitution 3D, je le précise, hein, à partir de maintenant, puisqu'ils n'ont pas pris en photo. Voilà à peu près à quoi ressemblait la structure triangulaire et à Avec la peu boule près rouge. comment ils étaient placés, l'équipe d'intervention, le long du trajet. Voilà, on a une idée, pour se faire une idée à peu près de la Là, structure. on voit pas très bien. Enfin, on distingue quand même le triangle Mais qui est bon, ici. les gens peuvent retrouver l'article avec les photos sur notre site web Investigation Sonographique et OANI. Et après, directement à la source, j'ai mis source, il clique sur source et se retrouve sur le forum de Daniel, ce qui lui enverra un peu de monde et c'est bien. Alors voilà, encore une autre représentation 3D de ce qui aurait été vu. Impressionnant. Et là, j'ai fait un petit montage avec les quatre maintenant. Impeccable. Tu as très bien travaillé, assistant. Merci. Merci, Alors chef. maintenant, je crois qu'on va laisser la parole à Thierry, si tu veux bien, à moins que tu as quelque chose à ajouter, Patrice. Non, non, très bien. Par contre, pour Thierry, j'ai un autre document, celui qu'il m'a envoyé. Donc, on peut alterner entre les deux. À ce moment-là, il faudra que j'arrête le partage de ce document-là et que je passe sur le partage de l'autre document. Mais c'est tout à fait faisable, sans problème. Thierry, c'est à toi de, comme tu veux. Sur ce document-là, je te montre rapidement ce qu'il y a. Alors merci Euh, Thierry, je te passe le relais. Hein. alors, par contre, il faut que je lui donne attendez, il faut Faut que que je tu lui me donnes donne la parole. Il l'a pas. Donc, je vais lui demander de réactiver son micro. Voilà, j'ai passé la demande Voilà, c'est fait. et je t'entends, Thierry. Ok, très bien. Bon, bien, bonsoir à tous, hein. Vous savez que pour moi, ce soir, c'est un événement bien triste, hein. J'ai failli d'ailleurs annuler notre conférence parce que je viens de perdre un ami, un ufologue de première ligne qui s'appelait mon ami Jacques Garnier. J'ai une pensée bien émue pour lui, lui qui se rendait régulièrement dans les crop circles au col de Vence, qui nous a fait vivre toujours des moments fabuleux. C'était un chercheur de première ligne. C'était vraiment une personne aimable, gentille, toujours avec un mot, toujours avec un soutien. Voilà. Concernant, c'est vrai, l'affaire du porte-avions Foch et le reste, Jacques était toujours là aussi pour m'aider à essayer d'obtenir des informations supplémentaires, tout comme mon ami Jean-François Boedec, qui a écrit 2 livres sur les rencontres fantastiques en Bretagne, sur le fait que, bien sûr et bien entendu, nous étions en pointe bretonne régulièrement confrontés au phénomène OVNI.
qui plus est, je dirais, à des visites exogènes, de visiteurs extraterrestres, voire d'entités autres que sur notre plan, je dirais un plan autre que le nôtre. Il est très difficile pour moi ce soir de parler, il est très difficile pour moi de pouvoir évoquer toute cette recherche, puisque un de mes amis, un des amis les plus importants est parti. Bon, j'ai bien envie de vous demander de me poser des questions et puis d'essayer de répondre plutôt à vos questions que de partir sur un commentaire ou autre. Mais ok. C'est pour moi, ce sera beaucoup plus facile. D'accord. Alors, tu sais, Thierry, d'abord, je te remercie beaucoup d'être venu. Je ressens bien ton émotion. Merci beaucoup. Thierry, en quelques mots, dis-nous ce qui s'est passé, ce qui, selon toi, s'est passé. Et ensuite, on va reprendre étape par étape la chronologie de comment, en fait, cette affaire est venue au jour. Parce que, si j'ai bien compris, elle est venue au jour progressivement par vos recherches, vous les ufologues. Au début, on ne savait pas grand-chose. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé avec ce porte-avions? Merci, Patrice, de m'accorder cette possibilité de te répondre, de vous répondre de cette manière-là. En 1981, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle le GEPSI, le groupe d'études des phénomènes spatiaux inexpliqués. Avec Renaud Marie, nous avons rencontré un certain nombre de personnes sur le secteur du Finistère, qui plus est des anciens membres de la CNR, qui était la Commission nationale de recherche. Commission nationale de recherche qui avait été créée par Philippe Schneider et par Rémi Guéguin, Jean-François Boedec, Jean-Pierre Troidec, un autre nombre de personnes. Ces gens ont enquêté sur tout le secteur pour essayer d'obtenir des informations concernant le survol d'objets volants non identifiés sur le secteur du Finistère. C'est ainsi qu'a été créée cette commission, la CNR, qui voulait principalement aussi derrière créer un groupe national qui plus est, ils sont à la base de la création du GEPAN. Après la création du GEPAN, d'ailleurs, ils se sont dissolus, ils ont décidé de dissoudre leur association. Moi, personnellement, ce qui m'a amené à me retrouver dans cette affaire du porte-avions Foch, c'est tout simplement la chose suivante, c'est que j'ai rencontré donc Rémi Guéguin, qui faisait partie à l'époque de la CNR, et je l'ai rencontré en 1980-81. Il nous a sorti une valise qui était, comment dire, une valise que l'on recevait, tout personnel, tout membre d'équipage de la Marine nationale le recevait, c'était dans la dotation. Dans la dotation, tout comme le caban, tout comme l'uniforme. Il a sorti une valise. On l'a rencontré à Saint-Nic, à côté pas très loin de la baie de Douarnenez. On a rencontré donc Rémi Guéguin. Et puis, de cette valise est sorti un certain nombre de documents. Donc, je pense que Rémi Guéguin avait été sûrement dans la marine aussi pour avoir une valise de ce type, parce que il n'y a pas autre personne qui peut avoir une valise de ce type, qui est une valise dans la dotation des équipages. Puisque moi-même, je la connais bien, parce que j'ai été embarqué sur un bateau, le BEM Henri Poincaré, à Brest, qui est un bateau qui était sur des BEM, ça veut dire bateau d'études sur les tirs de mesure sur les tirs de missiles nucléaires. Je sais, je suis un peu c'est pas facile à exprimer ce soir. Je pense à Jacques. Ce qui est intéressant, c'est que Rémi nous a parlé de cette affaire du porte-avions Foch. Ce qu'on a su ce soir-là, cet après-midi-là, c'est que le porte-avions Foch avait été survolé par un objet ou des objets. Ce qu'on a su aussi, c'est que
suite à ce survol, il a été mis en quarantaine, ramené, alors qu'il était en baie de Douarnenez, ramené à Brest, mis en quarantaine, tout le bâtiment fouillé de A à Z, les appareils photo confisqués et secret défense absolu et impossibilité à l'équipage de parler de quoi que ce soit de ce qui s'était passé. On a su que tous les systèmes électriques, un peu ce qui s'était passé, limite se retourne vers l'enfer. C'est pour ça que c'est vachement intéressant parce qu'on en revient à d'autres choses. On en revient à le ciel sur la tête. Tu peux reculer un petit peu, tu seras plus clair. Voilà, merci. Ok. Alors, le ciel sur la tête, c'est un film qui est tiré du livre de l'amiral Juvelin, Ouais. qui évoque le survol du porte-avions Clémenceau par un objet volant non identifié. Alors, un autre porte-avions cette fois-ci. Ouais. On est, le Clémenceau et le Foch sont de la même classe. D'accord. Ils sont sortis tous les deux à la même époque, soit 57 ou 58, si je ne me trompe pas. Ils font partie de la même classe. Donc, ce qui s'est passé à bord du porte-avions Foch, c'est que les marins, on leur a dit, vous ne devez absolument pas parler de ce qui s'est passé. Vous êtes mis en quarantaine au port de Brest, au port militaire de Brest, et vous êtes mis en quarantaine. Tous les appareils photos sont confisqués. Vous ne devez absolument pas parler de cette affaire. Le grand souci pour la marine, c'est que quand des marins se retrouvent à faire la fête ensemble, ils se retrouvent parfois dans des lieux comme à côté de la base de Languedoc-Poulmic, qui est une base une base de défense, avancée quand même, parce qu'elle est à côté de l'île donc. Et bien, parfois, des marins qui ont été sur le porte-avions Foch se retrouvent en libération, je dirais en permission, et se retrouvent dans certains endroits où on peut faire un peu la fête. Et ils se sont retrouvés dans la boîte de nuit de notre ami Rémi Guéguin, dont l'épouse était la patronne. Et malgré le fait que les marins avaient l'ordre de ne pas parler de cette affaire, ils se sont mis à évoquer ça avec Rémi Guéguin. Donc, de là a découlé tout le reste de l'affaire. D'un certain côté, ça aurait pu en rester là. Ça aurait pu être... Mais malgré tout, l'affaire a continué à se dérouler. C'est ainsi qu'en 2005, lors de prise de photographie au-dessus de Brest, de 6 objets, si je ne me trompe pas, c'est 6 objets, qui sont arrivés du pont de l'Iroise pour survoler la zone dite P112. La P112, il faut regarder un petit peu sur les schémas aériens et autres. La P112, c'est la zone interdite de survol qui comprend bien sûr la rade de Brest et l'île Longue. On aperçoit, on voit 6 objets arrivés sur Brest. Ça, c'était en 2005. Je passe sur FR3 Bretagne et en tant que cheminot, quelques jours plus tard, je suis interpellé par un camarade sur les quais de la gare de Brest et il me dit « Thierry, je suis surpris, je ne savais pas, tu t'intéresses au dossier OVNI ». Je lui dis « Ben oui, Jean-Marie. » Yann, Jean, c'est Yann en breton. J'ai dit, Yann, oui, bien sûr, je m'intéresse. Ben, je t'ai vu, hier soir, tu es passé à FR3 et moi, j'étais radio sur le Foch. Et j'étais en baie de Douarnenez et j'ai envoyé un message que j'ai là d'ailleurs. J'ai envoyé un message. Je vais vous dire exactement. Branle-bas de combat. Bonjour, beaucoup de monde au PC Trans. J'ai envoyé le message crypté à confidentiel défense à Marine Paris. Le crypté
étant effectué par un gradé. Je n'ai pas pu lire la teneur, mais le lendemain, pas mal de brouhaha autour de cette info. Quant à la date, je ne me souviens pas du tout de ce que je ne me souviens pas. Tant ce que je me souviens bien, c'était aux alentours de 0h, 1 Zoulou, donc 1h du matin. Voilà, il dit bien soin de toi, amitié et tout ça. Donc, suite à ça, je m'interroge énormément, bien sûr. J'ai Alain Boutier au téléphone, peu de temps après, et je me mets à parler de cette affaire. Alain Boutier, dont j'ai entendu parler tout à l'heure avec notre ami Sylvain, commission Sigma. Alain me dit, Thierry, là, on est dans un dossier, c'est pas compliqué, Roswell français. Nous sommes dans le Roswell français. Alors, ce qui est surprenant dans toute cette affaire, c'est les rebondissements. Qui plus est, on passe du ciel sur la tête, du film. C'est Yves Campy. Franchement, c'est absolument à voir. Retour dans l'enfer du Nimitz. Et on rebondit, actuellement on rebondit. Sylvain, tout à l'heure, nous a parlé de l'affaire du Tic-Tac, du Nimitz. Donc, c'est assez troublant tout ça. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que Daniel Robin, d'ailleurs, en parle dans son bouquin, mais aussi ces sortes de synchronicité, ces sortes d'affaires qui continuent à se suivre les unes derrière les autres. C'est comme si le phénomène nous guidait progressivement vers une reconnaissance de son existence. D'ailleurs, si je devais dire quelque chose, ça serait de dire que le phénomène est ostentatoire. C'est surprenant. Il y a des moments où je ne comprends pas trop. Hein. Dis-moi, il y a eu des gendarmes qui ont témoigné. Oui, tout à fait. Oui. J'ai réussi à redécouvrir, à retrouver en fin de compte le brigadier Le Stumpf, Michel. D'ailleurs, c'est un ami maintenant. Avec Jean-François Boédec, Michel Le Stumpf, et il faut savoir Jacques Vallée. Jacques Vallée est dans l'affaire maintenant. Ils ont cherché à obtenir des informations. Donc, ils se sont rendus, comme moi je l'ai fait, puisque en tant qu'ancien marin j'ai fait mon service militaire dans la marine, et je peux aller donc au service historique de la marine. Mais tout le monde ne peut le faire maintenant. Le service historique de la marine à Brest. Donc, j'ai été dans les archives et essayé de découvrir un petit peu ce qui avait bien pu se passer sur le porte-avions Foch. Tout est classé de A à Z concernant l'année 1974, concernant ce qui a pu se passer sur le porte-avions Foch. J'ai réussi à découvrir le fait que le porte-avions est bien arrivé le 13 décembre de l'année 1973 à Brest. J'ai réussi à découvrir qu'il était bien hacké au 7 janvier de l'année 1974. En mettant quelques petites perles, pièges, je dirais des pièges, sur les pages Facebook des anciens du porte-avions Foch ou des anciens du porte-avions Clémenceau, j'ai réussi à avoir des informations. Il était toujours hacké le 7 janvier de l'année 1974. Par contre, ce que je sais, d'autres informateurs, c'est qu'il y a eu plusieurs activités très mystérieuses en baie de Douarnenez. Dans cette baie, qui est très près à quelques milles marins de la base des sous-marins, de la tanière des sous-marins nucléaires. Il faut savoir que les premières patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est le redoutable et c'est 1972, mars 1972. Donc, la raison principale, pourquoi amener un porte-avions? Un porte-avions en baie de Douarnenez. En pleine période, je dirais,
quand même un peu chargé. On sort des fêtes de fin d'année. Jean-François Boedec me dit, à cette époque-là, en 73, 74, il y avait toujours quand même beaucoup de marins à bord. Mais il faut savoir qu'il faut 6 heures. 6 heures pour démarrer des chaudières à vapeur qui carburent au fioul lourd. Il faut les allumer, donc on les allume avec un lampion, il faut allumer la chaudière, c'est 6 heures minimum pour avoir l'équipage qui est à bord, pour pouvoir préparer l'appareillage, c'est énorme. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas été envoyé là-bas pour rien, il n'a pas été envoyé par hasard et il n'a pas été envoyé du jour au lendemain, ni d'une heure à l'autre. Il est bien parti là-bas parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, d'après les dernières informations que j'ai, c'est qu'il y a vraiment des événements qui se passaient en baie de Bordeaux. Ce que on sait sur l'affaire, c'est qu'il y avait un cylindre qui faisait à peu près 225 mètres de long, si je ne me trompe pas, 120, c'est ça, peut-être ça. Plus de 15 mètres de diamètre. Le porte-avions était en place, en baie de Douarnenez. L'engin était au large du cap de la Chèvre, donc 225 mètres de long, 15 mètres de diamètre. 6 engins triangulaires sont sortis de l'océan en baie de Douarnenez, de la baie de Douarnenez, à une vitesse d'approximativement 250 et 300 km/h, ont regagné cette espèce de cylindre qui s'est transformé et qui est parti au large du cap de la Chèvre à très très grande vitesse. Ce dossier, pour moi, ce que je sais maintenant, c'est que même à l'heure actuelle, est classé secret défense, mais au top du top de secret défense. Ok. Alors, oui, je peux intervenir un peu Bien sûr. Oui. Alors, merci Thierry pour cette affaire. Alors oui, pour les gens, pour se resituer dans le temps, juste une petite précision, parce que tu as parlé de la préparation du porte-avions. À l'époque, ils n'étaient pas nucléaires, parce que c'est le Charles de Gaulle qui est nucléaire. Le premier sous-marin, c'est effectivement le Redoutable, un SNLE, si je ne me trompe pas, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Bon, après, il y a eu les SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, etc. Et que la rade de Brest, l'île Longue, c'est notre zone par excellence de stratégie. C'est un peu notre zone 51 à nous, quelque part. Tu me rectifies? Non, tu as parfaitement raison, Sylvain. Nous avons 4 sous-marins nucléaires. Je ne peux pas m'empêcher de dire les choses suivantes. Nous n'avons rien que des armes de destruction massive qui peuvent expliquer leur venue. Nous sommes sur un site sensible, site nucléaire, l'île Longue, ou site possédant des problèmes de santé publique aussi, qui posent des problèmes de santé publique. Nous avons bien sûr un exemple bien préoccupant, puisque les armes nucléaires, ainsi que sur Brest, nous avons 4 SNLE possédant chacun 16 missiles M51. 6 missiles nucléaires 6 têtes nucléaires par missile, multiplié par 4 égale 96 charges par SNLE. C'est des charges nucléaires TN75 de 110 kilotonnes. Nous avons donc là, je vais juste finir là-dessus, nous avons juste là donc 96 charges multipliées par 4 SNLE, 384 charges thermonucléaires de 110 kilotonnes, soit 1000 fois Hiroshima par SNLE. Et la vitesse des missiles, c'était déjà Mach 4 à l'époque. C'est plus que ça. C'est plus que ça, beaucoup plus. Mach 4 ou Mach 5, je crois. Ouais. C'est Mach 15, soit 18 000, ouais, c'est Mach 15, soit 18 360 km/h. Ouais, c'est des missiles intercontinentaux, enfin. Ouais. En gros, à peu près intercontinentaux. Presque. Ouais. Il a une altitude de croisière de 1000 km, apogée 1000 km, portée 9000 km. Ouais, ce qui va avec les observations d'OVNI dans les régions nucléaires mondiales.
ce qui pourrait, enfin, ça l'explique. Je dis pas que c'est une explication, mais il y a un lien évident. Ouais. Merci beaucoup, Thierry, hein, pour cet exposé. Je te remercie beaucoup et même j'applaudis un peu. Merci, Bon, merci vous Thierry. ne m'applaudissez pas. Si celui que j'applaudis, moi, ce soir, c'est Jacques. OK. Donc, ouais, juste un point, bon, c'est pas très important, mais les gendarmes corroborent cette histoire. Ils ont été, le gendarme dont tu parles, là, qui est devenu ton ami, il a vraiment vu tout ça, hein, c'est ça. Ah oui, oui. Ben, Michel, c'est un ami pour moi maintenant. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises lors des repas ufologiques brestois. C'est un ami. Il va fréquemment à Madagascar. Il s'est marié avec une femme malgache là-bas. Il m'envoie des photos et tout. Euh, pour en avoir discuté, pour dire ce qu'il en est avec Jean-François Boédek, qui est quand même aussi, de par son livre qu'il a écrit sur les fantastiques rencontres au bout du monde, les ovnis sur le Finistère, hein, qui a été d'ailleurs c'est marrant parce que moi je le vois à l'envers, je sais pas si c'est fou. Oui. Non, nous, on le voit bien. Ah bon, d'accord, ok, moi je le vois à l'envers. Fantastique rencontre au bout du monde. Ah, c'est clair, là, comme. Il a 50 ans d'enquête, 80 ans d'inexpliqué. J'ai discuté avec lui pas plus tard que hier. D'ailleurs, juste en parenthèse, il est très en pétard concernant la requalification des cas actuellement sur les listes du GIPAN parce qu'il s'aperçoit que c'est pas bien du tout l'affaire de la Il n'est pas le pisciculture de seul. Baudelec, de Balenec, pardon. Il est très en pétard là-dessus. Et Jean-François a mené l'enquête avec Jacques Vallée. Ils sont allés tous les deux au service historique de la marine à Toulon pour obtenir des informations concernant l'affaire du porte-avions Floche. Ils se sont fait rembrailler vite fait parce qu'on leur a dit en fin de compte que c'était toujours du dossier secret défense, mais plus quoi. En fin de compte, comme dit Alain Boudier, cette affaire, c'est le Roswell français et il a sans doute pas tort, quoi. Je pense que ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut toujours faire des recoupements très intéressants. Les recoupements, c'est les officiers en fin de compte qui ont servi dans la marine, qui avant de décéder, en fin de compte, un peu comme ce qui se passe dans les projets disclosure ou autres aux États-Unis, viennent parler avant de décéder, comme Corso ou autres. Ils viennent vider leur sac avant de partir. Et là, j'ai retrouvé, grâce à Boédek, un vice-amiral d'escadre qui parle de ce qu'il a vécu justement lors des affaires du porte-avions Foch et qui vide son sac en disant, et qui d'ailleurs a un aspect, je dirais, dans sa compréhension du phénomène spirituel et passé vraiment, c'est assez surprenant d'ailleurs, cette sorte de spiritualité qui se met en place quand il y a eu ce genre de contact. Je suis surpris, vraiment. Je découvre une nouvelle chose. Où est-ce qu'on peut trouver ce témoignage? Est-ce qu'il est accessible par le net? Ah oui, tout à fait. Je l'ai mis sur la page des repas ufologiques brestois, D'accord. mais on peut le retrouver. Je peux te l'envoyer sans problème. Bon, ben, merci beaucoup si tu le fais. Si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Il était commandant en chef de l'Atlantique, c'est le préfet maritime Guy de la Bouillerie, et qui aurait participé à tout ça, quoi, donc, à toute cette affaire. Ok. En tout cas, merci Thierry pour ces précisions. Voilà, donc les recherches continuent. Effectivement, quand on regarde les anomalies, puis tout se dévoile. Bon, maintenant, les choses se débloquent un petit peu. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le CIPO sur l'affaire? Essayer d'en savoir plus? Oui, il faudrait essayer de la faire déclassifier. Bon, il n'y a pas de loi informatique équivalente à la loi américaine sur la liberté d'information.
je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y a pas en France. Mais on peut quand même essayer peut-être de poser des questions. Ouais, c'est pas évident, Bon, hein. donc je dirais que ça peut, pour la conférence proprement dit, on arrive à la fin. Mais par contre, bien sûr, la soirée continue avec des questions, du dialogue. Donc, les gens qui voudront poser des questions, déjà, Sylvain, tu peux réagir. Mais si les gens qui veulent poser des questions, réagir, signalez-le moi, envoyez-moi un message, ou je crois qu'il y a la possibilité de lever la main, informatiquement parlant. Mais et à ce moment-là, je libérerai votre micro et vous pourrez parler.